J'étais l'infirme de la meute du Croque-Noir. Pendant 18 ans, ce fut mon seul titre, mon unique identité. Ce soir-là, dans la grande salle glaciale, sous le regard haineux de centaines de loups, mon alpha s'apprêtait à rendre ce titre officiel. La cérémonie du rejet était son invention, un spectacle cruel pour purger la meute de ses faibles. Et j'étais la première sur sa liste. Le sol en pierre gelait mes pieds nus, mais ce n'était rien comparé au froid dans mon cœur. La foule hurlait des insultes, leurs voix se mêlant en une vague de mépris qui menaçait de me noyer. Ronan, mon alpha, mon bourreau, souriait, savourant son pouvoir. Il allait me bannir, me jeter dans les neiges éternelles, sans nom et sans meute. La déesse Lune m'avait abandonné le jour de ma naissance, et ce soir sa meute achevait le travail. Personne ne viendrait me sauver. J'étais seul, comme toujours. Ma vie entière n'avait été qu'une longue préparation à cette humiliation. Né avec une marque d'argent sur l'épaule, une spirale complexe que les anciens avaient déclarée comme une malédiction, j'étais une paria. Une sans loup, murmurait-il, car ma transformation était bloquée, douloureuse, incomplète. J'étais une oméga, la plus basse des basses, condamnée à servir ceux qui me méprisaient. Je frottais les sols, lavais le linge taché de sang des guerriers et mangeais les restes, si restes il y avait. Ma seule compagnie était le silence de la forêt, où je me réfugiais pour soigner les animaux. Blessé, utilisant des herbes que les autres jugeaient impures. Chaque jour était une lutte pour rester invisible, pour survivre à leur cruauté silencieuse. Mais l'invisibilité ne suffisait plus. Ronan voulait un exemple, et ma peau maudite était la bannière parfaite pour son règne de terreur. Il voulait montrer à tous ce qui arrivait quand on n'était pas parfait, pas pur. Pourtant, ce soir-là, quelque chose était différent. Une présence lourde et oppressante pesait dans la salle. Une aura si puissante qu'elle faisait même taire les murmures les plus audacieux dans les coins sombres. Je n'osais pas lever les yeux, mon regard fixé sur les bottes de Ronan, mais je la sentais. C'était une puissance ancienne, sauvage, comme un orage retenu qui attendait de s'abattre. L'air crépitait, une odeur inconnue flottait, dominant le mélange habituel de sueur, de bière et de sang. Elle sentait la forêt après la pluie, l'ozone d'un éclair et le métal froid d'une lame fraîchement aiguisée. C'était une odeur de roi, une odeur de prédateur absolu, et elle ne venait pas de notre meute. Un invité était là, tapi dans l'ombre, observant ce cirque barbare. Pour une raison que j'ignorais, sa simple présence fit naître en moi une minuscule, une folle étincelle de défi. Cet oméga est souillé. La voix de Ronan déchira le silence tendu, me ramenant brutalement à la réalité. Il m'attrapa par les cheveux, me forçant à me mettre à genoux au centre de l'estrade. Son existence même est une insulte à la déesse. Elle est une tache sur l'honneur du Croque-Noir. Chaque mot était un coup de fouet. Il se tourna vers la foule, les bras écartés. Regardez la preuve de sa corruption. D'un geste théâtral, il agrippa le col de ma tunique usée et la déchira d'un coup sec. Le tissu rugueux se sépara avec un bruit sinistre, exposant mon épaule et ma clavicule nue à l'air glacial et aux milliers de regards. La marque d'argent, habituellement terne, sembla s'embraser sous la lueur des torches, brillant d'une lumière d'un autre monde. Un hoquet collectif parcourut l'assemblée. La honte me brûlait la gorge, mais je refusais de pleurer. Je levai le menton, le regardant droit dans les yeux. Par la présente, tu es rejeté, banni, proclama-t-il,
levant la main pour la gifle finale, le coup qui scellerait mon exil et ma mort probable. Je fermai les yeux, attendant l'impact. Mais il ne vint jamais. Un silence de mort tomba sur la grande salle, si profond que je pouvais entendre le battement affolé de mon propre cœur. J'ouvris lentement les yeux. La main de Ronan était figée en l'air, emprisonnée dans une poigne de fer. Mon regard remonta le long d'un bras massif, couvert de cicatrices anciennes et de veines saillantes comme des racines d'arbres. Le bras appartenait à une silhouette colossale qui s'était levée des trônes d'invités. Il était sorti de l'ombre, et l'ombre semblait le suivre. C'était lui. L'odeur de pluie et de pouvoir. Le roi Alpha, Lycaon. Et ses yeux, de... L'or en fusion, n'était pas posé sur Ronan. Ils étaient eux rivés sur moi. Le monde s'est effondré. Tout a disparu. La foule, la haine, la douleur. Il n'y avait plus que son regard. Un regard qui ne contenait ni pitié, ni dégoût. Il me regardait, avec une intensité féroce. Une reconnaissance qui semblait transcender le temps. C'était comme s'il avait cherché quelque chose pendant des siècles, et qu'il venait enfin de le trouver. Son odeur m'enveloppa, me submergea. Mon corps, si longtemps engourdi et brisé, réagit d'une manière que je ne comprenais pas. Une chaleur fulgurante se propagea depuis le creux de mon ventre, faisant trembler mes membres. Au plus profond de moi, une bête endormie, une louve que je croyais morte ou inexistante, remua pour la première fois. Elle reconnut son odeur. Elle le reconnut, lui. Il lâcha le poignet de Ronan avec un dédain absolu. Et l'alpha de ma meute s'effondra comme une marionnette désarticulée. Puis, le roi fit un pas vers moi, se plaçant entre mon bourreau et moi, un mur de muscles et de fureur. Ronan, humilié et furieux, tenta de se relever. « Roi, ceci est une affaire interne à ma meute. Cette créature est... » Il ne put finir sa phrase. Un grognement bas, guttural, fit vibrer les fondations mêmes de la salle. Ce n'était pas un son humain, ni même un son de loup normal. C'était le bruit d'une montagne qui s'effrite, la promesse d'une destruction totale. Tous les loups, y compris les plus fiers guerriers, baissèrent la tête, soumis par pur instinct. Lycaon ne se tourna même pas vers lui. Ses yeux d'or en fusion restaient fixés sur les miens, s'adoucissant d'une fraction presque imperceptible. Sa voix, quand il parla, était un grondement qui résonna directement dans mon âme. Des mots qui allaient changer le cours de mon destin et ébranler notre monde. « La meute t'a appelé l'infirme », gronda-t-il. Sa voix une promesse et une menace. Mais ces mots n'étaient que pour moi. Moi, je t'appelle mienne. Comment une oméga sans loup? Marqué comme une paria, et le roi alpha le plus sanguinaire de l'histoire, pouvaient-ils être faits l'un pour l'autre? Et pourquoi le destin a-t-il mis si longtemps à nous réunir? Cette question a hanté mes nuits pendant longtemps. C'était le début de tout. Le moment où la victime est devenue une énigme et où le roi a trouvé sa seule faiblesse, ou peut-être sa plus grande force. Avant que je vous raconte comment ce jugement injuste, cette revendication choquante et l'odeur de pluie et de sang ont déclenché une guerre, n'oubliez pas de commenter de quelle meute vous m'écoutez et de vous abonner à la chaîne. J'adore savoir qui est de mon côté, qui comprend ce que c'est que d'être sous-estimé. Et croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer le moment où ils ont tous découvert qui j'étais vraiment. Le mot « mienne » résonnait encore entre les murs de pierre, un écho qui semblait avoir brisé quelque chose dans l'univers lui-même. Il avait été prononcé avec une finalité si absolue qu'il
annulait 18 années de rejet en une seule syllabe. La foule était figée, un tableau de visages choqués et incrédules. Ronan, l'alpha qui m'avait tourmenté toute ma vie, gisait à quelques mètres, non pas blessé physiquement, mais spirituellement anéanti par la pure domination du roi. Et moi, au centre de cette tempête, je ne pouvais que trembler. La peur était une vieille amie, mais ceci était différent. C'était une terreur mêlée à une chaleur étrange et fulgurante qui se propageait dans mes veines, une reconnaissance instinctive que mon esprit humain, brisé et prudent, refusait encore d'accepter. Mon corps, lui, savait. Il avait reconnu son maître, son égal, son autre moitié. Lycaon ne perdit pas une seconde. D'un mouvement fluide et puissant, il me tira derrière lui, me plaçant dans son dos comme si j'étais le trésor le plus précieux du monde. Son corps était un mur de chaleur et de force brute. Je pouvais sentir les muscles de son dos se contracter sous son vêtement en cuir. Une promesse de violence contenue. Son odeur de pluie, de terre et d'ozone m'enveloppa complètement. Un baume apaisant sur les plaies de mon âme et un poison enivrant pour mes sens. Pour la première fois de ma vie, je me sentis protégé. Cette sensation était si nouvelle, si étrangère, qu'elle me terrifia presque autant que la haine de ma meute. Être protégé signifiait que j'avais de la valeur, et avoir de la valeur signifiait que je pouvais être perdu. C'était un espoir que je n'osais pas. Nourrir. Humilié devant sa meute et ses invités, Ronan tenta de se relever en s'appuyant sur ses coudes, le visage tordu par la rage. « Roi Lycaon, par quel droit ?» commença-t-il, sa voix rauque d'incrédulité. Il n'eut pas besoin de finir. Lycaon ne se retourna même pas. Il libéra simplement une fraction de son aura, une vague de pouvoir si dense et si ancienne qu'elle pressa l'air hors de la pièce. Tous les loups, sans exception, s'affaissèrent. Certains tombèrent à genoux, d'autres se prosternèrent complètement, le nez contre le sol en signe de soumission totale. Ronan fut plaqué au sol comme par une main invisible, un gémissement étranglé s'échappant de sa gorge. Le message était clair. Le roi n'avait pas besoin de justifier ses droits. Il était le droit. Puis, le silence absolu. Lycaon semblait avoir oublié l'existence de la centaine de loups soumis autour de nous. Il se retourna lentement et le monde se réduisit à nouveau à ses yeux. De l'or en fusion, brûlant d'une intensité qui me déshabillait l'âme. Son regard parcourut mon corps frêle, s'attardant sur ma tunique déchirée, les bleus qui marquèrent ma peau, la saleté sous mes ongles, et, enfin, la marque d'argent sur mon épaule. Je m'attendis à voir du dégoût, de la pitié, ou peut-être la réalisation de son erreur. Mais il n'y avait rien de tout cela. Il y avait une faim, une possessivité féroce et quelque chose de plus profond. Une sorte de soulagement douloureux, comme s'il venait de retrouver une partie de lui-même qu'il croyait perdu à jamais. Sa main grande et couverte de cicatrices s'approcha de moi avec une lenteur calculée. Je me raidis, mon corps se préparant instinctivement à un coup. Au lieu de cela, ses doigts effleurèrent le tissu déchiré de ma tunique, aussi délicatement qu'on toucherait l'aile d'un papillon. Puis, avec une révérence qui défiait toute logique, il traça le contour de la marque maudite sur mon épaule. Le contact fut comme un éclair, une décharge d'énergie pure et, chaude explosa à l'endroit de son toucher, parcourant chaque nerf de mon corps. Ma louve intérieure, cette créature faible et silencieuse que je n'avais jamais vraiment sentie, hurla de joie et de reconnaissance dans mon esprit. C'était si puissant, si bouleversant, que je reculai d'un pas, le souffle coupé,
submergé par une sensation que je ne pouvais ni nommer, ni comprendre. Mon recul le fit froncer les sourcils. Une ombre de douleur, réelle et profonde, traversa ses traits durs. Avait-il cru que je le rejetais? L'idée était absurde. Qui étais-je pour rejeter un roi? Il interpréta ma réaction comme de la peur, et peut-être n'avait-il pas tort. Sa voix, quand il parla, n'était plus le grondement d'un souverain, mais un murmure bas et rauque, destiné à moi seul. « Je ne te ferai jamais de mal, petite chose, » dit-il, et la sincérité dans ses mots était une blessure en soi. Personne ne m'avait jamais promis la sécurité. Cette douceur venant de l'homme le plus dangereux du continent, était plus déstabilisante que toute la brutalité que j'avais connue. C'était un langage que mon cœur ne savait pas comment traduire. Sans un mot de plus, il retira l'épaisse cape de fourrure de ses épaules et m'en enveloppa. Elle était lourde, chaude et imprégnée de son odeur enivrante. C'était comme être plongé dans son essence même. Il posa une main ferme mais douce dans le bas de mon dos et me guida hors de l'estrade. La foule se sépara devant nous comme l'eau devant un rocher. Les têtes toujours baissées. Je n'osais regarder personne, gardant les yeux fixés sur le sol, le cœur battant à tout rompre. Je quittais la grande salle, non pas comme une bannie jetée dans la neige, mais comme la propriété d'un roi. Je ne savais pas quelle destinée était la plus terrifiante. J'étais passé d'une cage visible à une autre, dorée et infiniment plus complexe. Il me conduisit à travers des couloirs que je n'avais jamais eu le droit d'emprunter, jusqu'aux appartements réservés aux invités de... Marc. Le contraste avec ma vie d'avant était brutal. Là où je connaissais la paille froide et les courants d'air, il y avait des tapis épais, un feu crépitant dans l'âtre et des meubles en bois sombre sculptés. L'air était chaud et sentait la cire d'abeilles et les herbes séchées, mais l'odeur dominante était la sienne. Elle s'accrochait aux tentures, aux fourrures jetées sur le lit, à l'air même que je respirais. Mon instinct primitif se détendit, reconnaissant ce lieu comme un havre, un nid. Mon esprit, lui, restait en état d'alerte. Les pièges les plus dangereux sont souvent les plus beaux. Alors que nous passions le seuil, un des gardes personnels de Ronan, un bêta nommé Kael qui prenait un plaisir particulier à me faire trébucher dans les couloirs, se tenait là. En me voyant enveloppé dans la cape du roi, un rictus méprisant tordit ses lèvres. Alors, l'infirme joue à la Luna maintenant, siffla-t-il, sa voix basse mais pleine de venin. Avant même que la dernière syllabe ne... quitte sa bouche, Lycaon se déplaça. Ce ne fut qu'un flou de mouvements et de fureur contenue. En une fraction de seconde, Kael était plaqué contre le mur de pierre, soulevé du sol par la seule poigne du roi sur sa gorge. Les yeux de Lycaon brillaient d'une lueur dorée mortelle. « Adresse-lui encore la parole, et je t'arrache la langue avec les dents », gronda-t-il, chaque mot vibrant de promesse. Il le relâcha, et le garde s'effondra en toussant, tremblant de terreur pure. Lycaon se tourna vers moi, son visage encore une toile de fureur protectrice. Et c'est là que la panique m'a saisi, froide et paralysante. Il me protégeait, il m'avait réclamé, mais il ne savait rien. Il ne savait pas que les insultes de Kael étaient la vérité que toute la meute connaissait. Je n'étais pas une Luna. J'étais une Oméga défectueuse. Une sans loup, dont les transformations étaient des crises de douleur qui ne produisaient qu'une bête chétive et à moitié formée. Il m'avait réclamé sur un coup de
tête, un instinct primal. Mais quand il découvrirait la vérité sur ma faiblesse, sur ma nature brisée, il me rejetterait. Et la pensée de cette seconde rejection, venant de lui, était une agonie bien plus profonde que n'importe quelle humiliation passée. Tomber du sommet de la montagne ferait bien plus mal que de ramper dans la vallée. Pourtant, mon propre corps me trahissait. Malgré la peur qui me glaçait les os, une force magnétique m'attirait vers lui. C'était un besoin physique, une compulsion de l'âme. La douleur sourde qui habitait chroniquement mes articulations, un souvenir constant de mes transformations ratées, semblait s'estomper en sa présence. Son odeur, au lieu de m'étouffer, calmait le chaos incessant dans mon esprit. Je me surprenais à observer le jeu de ses muscles sous sa tunique, la courbe sévère de sa mâchoire, la façon dont la lumière du feu dansait dans ses cheveux sombres. Ma louve, cette chose pitoyable en moi, gémissait doucement, aspirant à se rapprocher, à sentir le contact de sa peau contre la mienne. C'était une faim primale, une soif que je n'avais jamais connue et que ma raison ne pouvait combattre. Il dut voir la douleur sur mon visage, non pas la peur, mais la souffrance physique que je m'efforçais toujours de cacher. Son expression s'adoucit, la fureur laissant place à une inquiétude brute. « Tu es blessé », déclara-t-il, plus comme une constatation qu'une question. Avant que je ne puisse protester, il prit doucement ma main. Ses doigts explorèrent mes paumes, rugueuses et pleines de callosité à force de travail. Il effleura une échymose violacée sur mon avant-bras, un cadeau d'adieu de Ronan, et ses yeux s'assombrirent à nouveau, cette fois d'une rage froide et calculatrice. Il ne protégeait pas seulement mon avenir, il était en colère contre mon passé. Personne, jamais, n'avait été en colère pour moi. Cette simple émotion de sa part était un acte de validation si puissant qu'il fit trembler mes fondations. Il me fit asseoir sur le bord du lit somptueux et sortit une petite boîte en bois de sa sacoche de voyage. Il l'ouvrit pour révéler un baume vert foncé qui sentait la menthe et les herbes de montagne. Avec une concentration intense, il commença à nettoyer une coupure sur mon bras. Ses gestes précis et étonnamment doux pour des mains capables de broyer la gorge d'un homme. Sa proximité était suffocante. Je sentais la chaleur irradier de son corps, entendais le grondement bas de sa respiration. L'odeur, de pluie et de pouvoir, était si intense qu'elle me donnait le vertige. Le mot « compagnon » explosa dans mon esprit, un concept de conte de fées que je n'avais jamais osé m'approprier. Je levai les yeux vers ce roi terrifiant, ce guerrier impitoyable, et pour la première fois, je vis au-delà du prédateur. Je vis le refuge, je vis mon destin. Et la peur de le perdre devint instantanément la plus grande terreur de mon existence. Son baume apaisait la brûlure de ma peau, mais il ne pouvait rien contre l'incendie qui faisait rage à l'intérieur. Assise sur le bord de ce lit opulent, sous le regard intense du roi Lycan, je me sentais comme un oiseau au nid trop petit, sur le point de tomber ou de devoir s'envoler. Le silence entre nous était lourd, vibrant d'une énergie brute que je ne savais comment interpréter. C'était un mélange de possessivité féroce, d'une curiosité presque scientifique et d'une tendresse si fragile qu'elle menaçait de se briser au moindre faux pas. Il avait fini de soigner mes blessures mineures, mais ses doigts restaient près de mon bras, comme s'il craignait que je ne m'évapore s'il rompait le contact. L'air crépitait de non-dits, de questions trop dangereuses à poser, et de réponses que je n'étais pas prête à entendre. Le lien du compagnon, cette légende murmurée par les anciens,
était une corde tendue entre nous, et chaque battement de mon cœur la faisait vibrer un peu plus fort. Soudain, il se leva, son mouvement brusque me faisant sursauter. Il se dirigea vers la fenêtre, scrutant l'obscurité de la nuit qui enveloppait le territoire du Croque-Noir. Son corps était tendu, les muscles de son dos dessinant des reliefs sous sa tunique. Il n'était pas détendu. Il était un prédateur sur le qui-vive, même dans cette chambre supposément sûre. Nous ne pouvons pas rester ici. Sa voix était un grondement bas, une certitude glaciale qui ne laissait aucune place à la discussion. L'odeur de la trahison flotte dans cet air. Ronan est faible, mais la faiblesse engendre le venin. Ces bêtas te regardent comme un morceau de viande qu'on leur a volé. Son analyse était si précise, si juste, qu'un frisson parcourut mon échine. Il voyait clair dans le jeu de haine et de jalousie qui avait régi ma vie. Il ne me voyait pas comme la cause du problème, mais comme la victime d'une meute corrompue. Avant que je puisse répondre, il se retourna vers moi, ses yeux d'or brûlants d'une urgence nouvelle. « Rassemble ce qui t'appartient. Nous partons. » Maintenant. Je laissai échapper un petit rire sans joie, un son rauque et amer. Je n'ai rien, murmurai-je, la vérité de ces mots me frappant avec une force renouvelée. Je n'avais pas de vêtements de rechange, pas de souvenirs, pas même un nom que je sentais être le mien. Tout ce que j'étais, c'était cette tunique déchirée et la cape qu'il m'avait donnée. Une expression indéchiffrable traversa son visage, un mélange de fureur et de profonde tristesse. Il s'approcha, s'agenouilla devant moi. Pour que nos yeux soient au même niveau. Un geste de soumission si choquant de la part d'un roi que mon souffle se coupa. « Alors tu n'auras rien à regretter en quittant cet endroit, » dit-il doucement, sa main trouvant la mienne. « Tout ce dont tu auras besoin, je te le donnerai. » Il ne m'a pas laissé le temps de douter. En quelques instants, nous glissions hors des quartiers des invités comme des fantômes. Il se déplaçait avec une grâce silencieuse et mortelle, son corps massif ne faisant aucun bruit sur les dalles de pierre. Il me tenait fermement la main, sa chaleur un point d'ancrage dans le tourbillon de ma peur. Chaque ombre dans les couloirs me semblait être une menace, chaque courant d'air le murmure d'un ennemi. Nous avons évité les gardes avec une facilité déconcertante, empruntant des passages de service que je connaissais par cœur pour y avoir frotté les sols. Pour la première fois, ma connaissance des bas-fonds de la forteresse était un atout. Lycaon me suivit sans poser de questions, me faisant confiance implicitement, une autre sensation vertigineuse et nouvelle. Nous avons atteint la lisière de la forêt, l'air froid de la nuit piquant mes poumons, la promesse de la liberté et du danger se mêlant dans l'odeur des pins et de la terre humide. La forêt était mon seul refuge, mais cette nuit, elle semblait différente, plus sombre, plus menaçante. Lycaon ne ralentit pas, me tirant à sa suite à travers les sous-bois denses. Sa force était stupéfiante. Il avançait comme si les branches et les ronces n'existaient pas. Et puis, l'odeur m'a frappé. Ce n'était pas l'odeur propre de la forêt. C'était une puanteur rance, une odeur de sang séché, de fourrure non lavée et de folie, une odeur de désespoir et de faim animale. « Renégat !» souffla Lycaon, son corps se tendant instantanément. Il me poussa derrière un affleurement rocheux, se plaçant devant moi comme un bouclier de chair et d'os. Son odeur à lui changea, l'arôme de pluie et de terre étant
maintenant teintée d'une note métallique et agressive, l'odeur d'un alpha se préparant au combat. Ils sortirent des ombres, silencieux et rapides. 5 d'entre eux. Des loups-garous chassés de leur meute, leurs esprits brisés par l'isolement. Leurs yeux brillaient d'une lueur jaune et malade dans l'obscurité, leur corps décharné tendu pour l'attaque. Ils n'étaient pas des guerriers, ils étaient des charognards affamés, et nous étions une proie inattendue. L'un d'eux, plus audacieux, la bave. Aux lèvres, grogna. Le roi. Et un petit morceau de viande fraîche. Donnez-nous la fille, et nous vous laisserons peut-être vivre. La température chuta de plusieurs degrés. Un grondement fit vibrer le sol sous mes pieds. Un son si bas et si primal qu'il semblait venir des entrailles de la terre. Il ne venait pas de la bouche de Lycaon. Il venait de sa poitrine, de son âme de prédateur. Ses yeux d'or s'embrasèrent, devenant des orbes de lumière liquide. Il n'y a pas eu de combat. Il y a eu un massacre. Lycaon n'a pas changé de forme. Il n'en a pas eu besoin. Il est devenu une tempête de violence contrôlée. Il se déplaçait plus vite que mon œil ne pouvait le suivre. Un flou de puissance et de fureur. J'ai entendu des os se briser, des cris étranglés qui se terminaient en gargouillis humides. Il n'utilisait pas d'armes, seulement ses mains, ses griffes qui s'allongeaient légèrement, et la force brute de son corps. Il n'y avait aucune pitié dans ses gestes, aucune hésitation. C'était la justice froide et rapide de la nature. Il protégeait ce qui était à lui, et sa définition de sien venait de s'étendre pour m'inclure. Le spectacle était terrifiant, mais une partie de moi, la louve endormie, se délectait de cette démonstration de pouvoir absolu. Elle se sentait en sécurité. Elle se sentait vengée de toutes les menaces que j'avais subies. En moins d'une minute, ce fut terminé. 5 corps brisés gisaient sur le sol de la forêt. Le silence revint, plus lourd et plus profond. Qu'avant, chargé de l'odeur du sang. Lycaon se tenait au milieu du carnage, sa respiration lourde et sifflante. Il ne semblait pas blessé, mais alors qu'il se tournait vers moi, la lumière de la lune capta l'éclat d'une lame plantée dans son flanc. Une dague courte, à la lame noircie. Un des renégats avait réussi à le toucher. Mon cœur s'arrêta. Il grimaça et arracha la lame d'un coup sec, la jetant au sol avec un cliquetis métallique. Une tache sombre se répandit rapidement sur sa tunique. Aconite, grogna-t-il, le mot comme un poison sur ses lèvres. Le tue-loup. Le venin le plus redouté de notre espèce, capable de ralentir même la guérison d'un alpha suprême. La peur pour lui submergea ma propre terreur. Pour la première fois de ma vie, quelqu'un d'autre que moi était en danger, et c'était à cause de moi. Sans réfléchir, je me précipitai à ses côtés. « Il faut extraire le poison », dis-je, ma voix tremblante mais ferme. Il me regarda, surpris par mon audace. Je connais les herbes, ajoutai-je rapidement. J'ai passé ma vie dans cette forêt. Laissez-moi vous aider. Il hésita une seconde, son instinct de guerrier lui hurlant de ne jamais montrer de faiblesse. Mais la douleur dans ses yeux et la sueur qui perlait sur son front le trahissaient. Le poison agissait vite. Il acquiesça d'un signe de tête bref, s'appuyant lourdement contre un arbre. L'alpha suprême, le roi Lycan, avait besoin de moi. L'infirme, la paria. L'univers avait un sens de l'ironie tordue. Je suis devenu une autre personne. La fille craintive et silencieuse a disparu, remplacée par la guérisseuse qui avait soigné des dizaines de créatures blessées dans le secret de ces bois. Mon esprit s'est mis au travail, cataloguant les plantes autour de nous. J'ai trouvé ce que je cherchais,
des feuilles de molène pour ralentir le cœur et des racines de bardane pour purifier le sang. J'ai écrasé les herbes entre deux pierres pour en faire une pâte grossière. Enlevez votre tunique. Ordonnai-je, sans même réaliser le commandement dans ma voix. À ma grande surprise, il obéit sans un mot. Le spectacle de son torse nu à la lueur de la lune me coupa le souffle. C'était une toile de muscles puissants et de cicatrices anciennes, chaque marque racontant une histoire de bataille et de survie. Mais mon attention se concentra sur la blessure, noire et enflammée sur le côté de son abdomen. Avec des doigts tremblants mais déterminés, j'ai appliqué le cataplasme sur la plaie. Il siffla. Entre ses dents, son corps entier se contractant de douleur au contact des herbes. « Ça va brûler », l'avertis-je doucement. « C'est le signe que ça fonctionne. » Je déchirai une bande de ma propre tunique, la seule chose que je possédais, pour bander la blessure. Mes mains effleuraient sa peau brûlante, et chaque contact était une décharge électrique. La chaleur de son corps était intense, fiévreuse à cause du poison, mais sous-jacente. Il y avait cette chaleur primale, cette énergie qui, appelait la mienne. L'odeur de son sang se mêlait à celle des herbes et à son parfum personnel de pluie et d'orage, créant un cocktail enivrant qui brouillait mes sens. J'étais si proche que je pouvais sentir les battements de son cœur, rapides et puissants, même affaiblis. « Tu as des mains de guérisseuse », murmura-t-il, sa voix rauque de douleur. Il me regardait avec une nouvelle intensité, un respect qui valait plus que toutes les excuses du monde. Il ne voyait plus seulement une compagne. Destinée, une chose à protéger. Il voyait une alliée, une femme avec ses propres forces. Cette reconnaissance de sa part était un baume plus puissant que n'importe quelle herbe. Nous devions trouver un abri. Le poison et le froid de la nuit étaient une combinaison mortelle. Je me souvenais d'une vieille grotte de chasseurs non loin de là, sèche et abritée du vent. Je l'ai aidé à se lever, son bras massif reposant sur mes épaules. Le poids de cet homme, de ce roi, était immense, mais je trouvais une force que j'ignorais posséder pour le soutenir. Nous avons titubé dans l'obscurité, deux âmes brisées s'appuyant l'une sur l'autre pour survivre. La grotte était petite, à peine plus qu'une fissure dans la roche, mais elle nous protégeait des éléments. Il n'y avait pas de bois sec pour faire un feu. Le froid s'infiltra rapidement, mordant et implacable. Lycaon frissonnait, un spectacle terrifiant pour un être d'une telle puissance. La fièvre du poison le rendait vulnérable au froid. Il nitis sentit. Avec une solution dictée par l'instinct le plus ancien de notre espèce. Nous devons partager notre chaleur, dis-je, les mots sortant difficilement. Il me regarda, ses yeux dorés fiévreux brillant dans la pénombre. Il comprit immédiatement. Sans un mot, il s'allongea sur le sol rocheux et froid et ouvrit les bras. C'était une invitation, une demande silencieuse, une reconnaissance que sa survie dépendait de notre proximité. Tremblante, non seulement de froid, mais d'une anticipation terrifiante, je me suis glissé contre lui. Son corps était comme une fournaise, même à travers ses frissons. Je me suis blotti dans le creux de son torse, ma tête reposant juste en dessous de son menton. Il m'enveloppa de ses bras puissants, me serrant contre lui comme si j'étais la chose la plus précieuse au monde. La cape qu'il m'avait donnée nous recouvrait tous les deux. Le contact peau contre peau, là où sa tunique était ouverte, était une brûlure et une bénédiction. Son
Odeur m'envahissait, m'inondait, me submergeait. C'était l'odeur de mon foyer, l'odeur de mon destin. La tension magnétique entre nous était si forte qu'elle en était presque douloureuse. Une fin de l'âme qui n'avait rien à voir avec le désir charnel, mais tout à voir avec la complétude. Dans cette grotte froide et sombre, entourée par la mort, je n'avais jamais été aussi vivante. Il n'était plus seulement un roi ou un protecteur. Il était mon loup. Et j'étais, pour la première fois, en sécurité dans les bras de ma destinée. Le répit fut aussi bref et fragile que la première lueur de l'aube filtrant à travers les fissures de la grotte. Blotti contre la chaleur fiévreuse mais vitale de Lycaon, j'avais connu une paix que je n'aurais jamais cru possible. Le poison s'était retiré de ses veines, chassé par mes herbes et par la force brute de sa constitution de roi. Mais avec la lumière du jour, revenait la clarté crue de notre situation. Le silence de la forêt, notre sanctuaire. Improvisé, serait bientôt remplacé par le vacarme des jugements et des complots. Il était le roi Lycan, et j'étais l'oméga sans nom qu'il avait arraché à une meute ennemie. Notre lien, si pur et si instinctif dans l'obscurité, allait devoir affronter la haine du monde. En le regardant dormir, son visage habituellement si dur adouci par l'épuisement, une peur glaciale s'empara de moi. Le protéger des renégats avait été simple, instinctif. Comment allais-je le protéger de la guerre que ma simple existence allait déclencher? Notre retour ne fut pas une fuite, mais une procession. Les guerriers d'élite de Lycaon, sa garde royale, nous retrouvèrent au lever du soleil. Leur soulagement en voyant leur roi vivant fut palpable, mais il fut immédiatement suivi par une vague de confusion et de méfiance non dissimulée lorsqu'ils posèrent les yeux sur moi. Je n'étais vêtu que de ma tunique en lambeaux et de sa cape. Mes cheveux étaient emmêlés, mon visage sali par la terre et le sang séché. J'étais l'image même de la sauvageonne qu'ils s'attendèrent à trouver. Leur regard me balayait, s'arrêtant sur la marque d'argent visible à travers le tissu déchiré, puis revenant à la main possessive de Lycaon sur mon bras. Je n'étais pas une captive, mais je n'étais clairement pas une des leurs. J'étais une anomalie, une énigme dangereuse, et dans les yeux de chaque guerrier, je vis le reflet de ma propre illégitimité. Il ne voyait pas sa compagne, il voyait sa faiblesse. Nous, arrivâmes à la citadelle du Pic de Glace, le siège temporaire du pouvoir de Lycaon, où se tenait le Grand Conseil des Meutes du Nord. Le contraste avec la forteresse rustique du Croque-Noir était écrasant. Ici, tout n'était que marbre poli, étendards de soie et armures étincelantes. Le pouvoir n'était pas seulement brutal, il était ancien, raffiné et infiniment plus mortel. Les murmures commencèrent dès que nous franchîmes les portes. Ils ondulaient à travers les cours et les couloirs comme un poison invisible. C'est elle, l'oméga de Ronan. On dit qu'elle est infirme, une sans-loup. Le roi a perdu la raison, réclamé un tel déchet. Chaque mot était une pierre jetée sur mon âme déjà meurtrie. Lycaon les ignorait, son visage une forteresse de granit. Mais je sentais la tension dans les muscles de son bras. Il me protégeait de leurs paroles, mais il ne pouvait pas m'empêcher de les entendre. La véritable menace ne se cacha pas longtemps dans les ombres. Elle avait un nom, Lady Séraphina. Alpha de la meute de la rivière d'argent, elle était tout ce que je n'étais pas. Grande, sculpturale, avec des cheveux blonds comme le soleil d'hiver et des yeux bleus aussi froids que des glaciers. Elle était la candidate que toutes les meutes avaient choisie pour devenir la reine de Lycaon,
une union qui aurait solidifié les alliances du Nord. Elle s'approcha de nous, un sourire parfaitement maîtrisé sur ses lèvres carmin. « Mon roi, quel soulagement de vous voir sain. » Et sauf, sa voix était douce comme le miel, mais ses yeux, lorsqu'ils se posèrent sur moi, étaient remplis d'un venin glacial. « Et vous avez ramené une invitée. » Le mot était choisi avec une précision chirurgicale, me réduisant à une simple curiosité passagère. Elle ne m'adressa jamais directement la parole, mais chaque phrase qu'elle prononçait en ma présence était une attaque voilée. « Le fardeau du pouvoir est si lourd, n'est-ce pas, mon roi? Il vous pousse parfois à des actes de... » « Charité inattendue, dit-elle un soir, son regard balayant ma simple robe de lin, un cadeau de Lycaon. Il faut admirer votre noblesse, prendre soin des créatures les plus brisées du royaume. C'est une qualité admirable chez un roi, mais une faiblesse potentiellement fatale. » Ces paroles étaient des graines de doute plantées dans l'esprit de tous ceux qui écoutaient. Elle ne me traitait pas comme une rivale, mais comme une erreur de jugement, un caprice royal qui mettait en péril la stabilité de leur monde. Et la pire partie était que, au fond de moi, je craignais qu'elle n'ait raison. Mon existence était une tâche sur sa perfection. Ronan, mon ancien alpha, était également présent à la citadelle, non pas comme un invité, mais comme un prisonnier en attente de son jugement pour avoir osé défier le roi. Son humiliation l'avait rendu fou de rage. Voyant en Séraphina une alliée de circonstance, ils commencèrent à tisser leur toile de mensonges. Ils ne se contentaient plus de m'appeler l'infirme ou la sauvageonne. Ils m'accusèrent de sorcellerie. Ronan raconta à qui voulait l'entendre comment j'avais toujours été étrange, passant mon temps dans la forêt à concocter des potions avec des herbes interdites. Il prétendit que ma marque d'argent n'était pas une malédiction, mais le sceau d'un pacte avec des esprits sombres. Il affirma que je n'avais pas guéri Lycaon, mais que je l'avais ensorcelé, le liant à moi par une magie noire qui obscurcissait son jugement. La rumeur. Se propagea comme une traînée de poudre, alimentée par la peur et la superstition. Ma connaissance des plantes, mon seul don, était devenue mon crime. L'attaque des renégats, qui avait failli coûter la vie à Lycaon, fut réinterprétée. On chuchotait que j'avais orchestré le guet-apens, utilisant les renégats comme des pions pour me faire passer pour une héroïne et séduire le roi. C'était une conspiration si monstrueuse, si absurde, que personne n'aurait dû y croire. Mais j'étais une étrangère. Une oméga d'une meute méprisée. Et Lycaon, depuis ma venue, agissait de manière irrationnelle, guidé par une possessivité que beaucoup prenaient pour de l'envoûtement. La vérité n'avait aucune importance face à une histoire aussi juteuse et terrifiante. J'étais devenue la sorcière qui avait ensorcelé leur roi. Lycaon était une tempête de fureur contenue. Il fit publiquement taire quiconque osait prononcer ses mensonges en sa présence, son aura alpha suffisant à glacer le sang des plus courageux. Il me gardait près de lui, un rempart constant contre la haine grandissante. Mais je voyais le poids de la situation sur ses épaules. Les alphas des autres meutes, influencés par la rhétorique de Séraphina, demandèrent des comptes. Ils ne pouvaient pas attaquer leur roi directement, alors ils m'attaquaient, moi. Ils parlaient de la pureté de la lignée royale, de la tradition, de la menace que représente une magie incontrôlée au cœur du pouvoir. Chaque réunion du conseil était une
Nouvelle épreuve. Chaque repas un champ de bataille silencieux, où les regards étaient des armes. Je n'étais plus seulement une compagne non désirée. J'étais devenue une crise politique. La pression devint insoutenable. Je voyais Lycaon, cet être d'une puissance absolue, contraint de négocier, de parlementer, de défendre son choix le plus instinctif face à un mur de préjugés. La culpabilité me rongeait. Je l'aimais. La certitude de ce sentiment était aussi profonde et inébranlable que les montagnes autour de nous. Et parce que je l'aimais, sa douleur devenait la mienne. Une nuit, alors qu'il fixait les flammes de la cheminée, le visage hanté par l'inquiétude, je me suis approché. Peut-être devrais-je partir, ai-je murmuré, la phrase me déchirant la gorge. Si je disparaissais, tout cela cesserait. Il se tourna vers moi, et pour la première fois, je vis une fissure dans son armure de roi. Je vis la peur brute dans ses yeux dorés, la peur de me perdre. Si tu pars, il... gagne, gronda-t-il. Si tu pars, il n'y a plus rien à défendre. L'inévitable arriva. Poussé par Serafina et une coalition d'alpha conservateurs, le Conseil exigea une solution formelle. Il ne pouvait pas condamner la compagne du roi sans preuve, mais il pouvait exiger que cette preuve soit apportée. Ils invoquèrent une loi ancienne, un rituel barbare qui n'avait pas été utilisé depuis des siècles, le jugement par la déesse. C'était une épreuve publique, un spectacle conçu pour exposer la vérité de l'âme d'un loup devant la meute et la déesse lune elle-même. Ils m'accusaient formellement de trahison et de sorcellerie, et demandèrent que je me soumette au jugement pour prouver mon innocence. C'était un piège parfait. Si je refusais, ma culpabilité serait avérée. Si j'acceptais, ils trouveraient un moyen de truquer l'épreuve pour me faire échouer. Lycaon explosa de fureur. La salle du trône trembla sous la puissance de son aura. Ils voulaient tous les massacrer. Refuser. Leur requête, et régner par la seule force de sa volonté. Mais ils ne le pouvaient pas. Refuser le jugement serait perçu comme un acte de tyrannie, la preuve qu'il avait quelque chose à cacher. Cela briserait les alliances, plongerait les meutes du Nord dans une guerre civile qu'elles ne pourraient pas se permettre, avec la menace constante des renégats et des royaumes ennemis au sud. Il était leur roi, et son premier devoir était envers son peuple, même quand celui-ci était aveuglé par la haine et la peur. J'ai vu la guerre qui se livrait en lui, le conflit entre le roi et le compagnon. Et j'ai su ce que je devais faire. Alors qu'il se tenait là, piégé et furieux, je me suis avancé. Le silence tomba dans la grande salle lorsque je me plaçai à ses côtés, petite et insignifiante face à cette assemblée d'alphas puissants. Ma voix tremblait, mais elle était claire. « J'accepte », dis-je. Tous les regards se tournèrent vers moi, surpris. Serafina laissa échapper un sourire triomphant à peine. Dissimulé. Lycaon se tourna vers moi, ses yeux brûlants d'une protestation silencieuse. Je posai ma main sur son bras, un geste qui se voulait rassurant, mais qui était aussi une supplication. Je ne voulais plus être la créature fragile qu'il devait protéger. Je voulais être la partenaire qui se battait à ses côtés. Je devais affronter cette épreuve, non seulement pour moi, mais pour lui. Pour nous. Le jugement fut fixé à la prochaine pleine lune, dans 3 jours, dans l'arène de la citadelle. La nouvelle se répandit, et l'atmosphère devint encore plus lourde, chargée d'une anticipation morbide. Les préparatifs commencèrent, mais ce n'étaient pas les préparatifs d'un procès équitable. C'étaient ceux d'une exécution publique. Serafina et Ronan orchestraient chaque détail,
s'assurant que les conditions de l'épreuve seraient les plus difficiles, les plus humiliantes possibles. Ils voulèrent me briser devant tout le monde, forcer Lycaon à assister à ma chute, le contraindre à me renier. Pour sauver sa couronne, ils sous-estimaient une chose. Ils pensaient que j'étais une oméga faible et sans défense. Ils avaient oublié que j'avais survécu 18 ans dans la meute du Croque-Noir. La peur était une vieille amie, mais la rage était une nouvelle alliée. Cette nuit-là, dans nos appartements, le silence était assourdissant. Lycaon ne m'avait pas quitté des yeux, son angoisse une présence physique dans la pièce. Il se sentait impuissant. Et pour un homme comme lui, c'était une... torture pire que n'importe quelle blessure. Je me suis approché et j'ai pris son visage entre mes mains, le forçant à me regarder. Nous allons leur montrer. Ai-je murmuré, ma propre peur se transformant en une détermination de fer. Ils veulent voir une sorcière? Ils veulent voir une bête sauvage? Ils veulent un spectacle? Nous allons leur en donner un. Ils ne savent pas qui je suis. Ils ne savent pas qui nous sommes ensemble. Dans ses yeux d'or, j'ai vu la lueur de la tempête se rallumer. Il n'était plus seulement inquiet. Il était prêt pour la guerre. Et moi aussi. Mon procès ne serait pas ma fin. Il serait ma naissance. La nuit du jugement était froide, d'un froid qui mordait plus profondément que l'hiver. L'arène de la citadelle était un cercle de pierres blanches creusées dans la montagne, ouvert sur un ciel d'encre où la pleine lune trônait, indifférente et cruelle. Des centaines de loups, les alphas des meutes du Nord et leurs guerriers, formaient un mur silencieux et... hostile sur les gradins. Leurs yeux me suivaient, pleins de mépris et d'une curiosité morbide. Ils n'étaient pas venus pour un procès, mais pour une exécution. Au centre de l'arène, j'étais seul, vêtu d'une simple tunique blanche, mes pieds nus sur la pierre glacée. Sur un trône surélevé, Lycaon était assis, son visage un masque de fureur impénétrable. Il était le roi, mais même un roi ne pouvait défier les lois anciennes. Il était forcé d'assister à ce cirque, ses mains serrées sur les... accoudoirs de son trône, les jointures blanches. Il était un orage sur le point d'éclater, et j'étais le seul éclair qui pouvait le déchaîner. Séraphina s'avança, sa robe de soie argentée brillant sous la lune, un contraste cruel avec ma simple toile. Elle était la grande prêtresse de cette mascarade, son visage rayonnant d'un triomphe à peine contenu. Céline, autrefois du Croque-Noir, tu te tiens devant ce conseil et devant la déesse elle-même pour répondre des crimes de sorcellerie et de... trahison. Sa voix résonnait dans l'arène, claire et venimeuse. Tu es accusé d'avoir utilisé une magie noire pour ensorceler notre roi, Lycaon, et d'avoir conspiré avec des renégats pour menacer la stabilité de nos territoires. L'épreuve de ce soir révélera la vérité de ton âme. La déesse ne tolère pas l'imposture. Tu te transformeras devant nous tous. Si ton loup est pur, tu seras innocenté. S'il est corrompu, comme ta marque, tu seras purgé. Un murmure d'approbation parcourut la foule. C'était un piège parfait. Ma transformation était ma plus grande honte, ma plus grande faiblesse. Ils allaient me forcer à exposer mon âme brisée pour la détruire. À côté de Séraphina, Ronan souriait, son visage tordu par la haine et la vengeance. Il tenait dans ses mains une chaîne d'argent noircie, gravée de runes que je ne reconnaissais pas. Pour s'assurer que la transformation soit complète et que nulle magie ne puisse la dissimuler, nous utiliserons cet artefact ancien, annonça-t-il.
savourant chaque mot. Il forcera le loup à se manifester dans sa forme la plus vraie. Je pouvais sentir le pouvoir malveillant qui émanait de l'objet, une énergie qui me faisait mal aux dents. Lycaon se leva d'un bond, un grognement déchirant sa gorge. « C'est de la magie noire! Cet objet est interdit !» cria-t-il, sa voix faisant trembler la pierre. Mais Séraphina le coupa, son ton faussement respectueux. « C'est la loi, mon roi. Le jugement doit être absolu, à moins que vous n'ayez... » Quelque chose à cacher? Le piège se refermait. Lycaon était acculé, contraint de choisir entre me protéger et déclencher une guerre civile. Son regard croisa le mien, et dans ses yeux d'or, je vis une agonie qui reflétait la mienne. Je hochai imperceptiblement la tête. Fais-leur face. Nous leur ferons face. Ronan s'approcha de moi, son sourire devenant sadique. Il fit claquer la chaîne entre ses mains. Prépare-toi à montrer à tout le monde le monstre que tu es vraiment, l'infirme. Siffla-t-il pour que je sois la seule à l'entendre. Il jeta la chaîne à mes pieds. Au contact du métal froid avec ma peau, une douleur fulgurante, comme 1000 aiguilles de glace, explosa dans mon corps. Ce n'était pas la douleur habituelle de mes transformations ratées. C'était quelque chose de bien pire. Une force obscure qui tentait de déchirer mon âme, de la tordre en quelque chose d'immonde. Je tombai à genoux, un cri étranglé s'échappant de mes lèvres. J'entendis Ronan rire, un son. Triomphant et cruel. La foule se pencha en avant, avide de voir ma chute. Leurs visages étaient un mélange de peur et de fascination. J'étais le monstre sous leur lit, enfin exposé à la lumière de la lune. La douleur était inimaginable. Mes os craquaient, se brisaient, se reformaient d'une manière contre nature. La magie noire de la chaîne ne se contentait pas de forcer la transformation. Elle la corrompait, tentant de créer une bête de cauchemar, une preuve vivante de ma culpabilité. Je pouvais sentir ma propre louve, cette créature timide et faible, se débattre, hurler de terreur contre cette violation. Ronan se tenait au-dessus de moi, le visage extatique. « Regardez, regardez la bête immonde qu'elle cachait. La sorcière se révèle enfin. » Mais alors que la douleur atteignait son paroxysme, quelque chose d'autre se produisit. Une chaleur douce et familière commença à se répandre depuis mon épaule, depuis la marque d'argent. C'était une sensation de paix, une lumière pure. Et protectrice qui s'opposait à l'obscurité de la chaîne. La marque maudite, mon stigmate, se battait pour moi. La lumière argentée éclata. Elle ne venait pas de la lune, mais de moi. Ma marque sur l'épaule s'embrasa, non pas d'une lueur terne, mais d'un éclat aveuglant d'argent liquide pur. La lumière se propagea sur ma peau, consumant la magie noire de la chaîne qui se désintégra en poussière. La douleur se transforma. Ce n'était plus une agonie destructrice, mais la douleur d'une naissance. La puissance d'une chose longtemps endormie qui s'éveillait enfin. Un hurlement déchira l'air, mais ce n'était pas un cri de souffrance. C'était un cri de libération, un son ancien et puissant qui fit vibrer l'âme de chaque loup présent. Le son ne venait pas de ma gorge humaine. Il venait de la bête qui émergeait enfin, non pas tordue et faible, mais glorieuse et divine. Le monde entier retint son souffle. Là où se tenait l'oméga frêle, se dressait maintenant une créature de légende. Je n'étais pas une louve ordinaire. J'étais immense, plus grande que n'importe quel alpha, ma fourrure d'un blanc si pur qu'elle semblait tissée de lumière de lune. Mes yeux n'étaient plus ceux d'une humaine effrayée. C'étaient des orbes d'argent en fusion, brillant d'une sagesse millénaire et d'un pouvoir divin.
La marque sur mon épaule était toujours là. Non plus comme un stigmate, mais comme une couronne, une spirale d'argent pur qui pulsait d'une énergie apaisante et sacrée. Je n'étais pas une sorcière. Je n'étais pas une infirme, j'étais une louve blanche, la fille de la déesse. Un mythe fait chair et os. Un hockey collectif parcourut la foule. Les alphas les plus fiers, les guerriers les plus endurcis, tombèrent à genoux, non pas par ordre, mais par un instinct primal et irrépressible. Ils ne s'inclinaient pas devant une oméga ou une reine. Ils se prosternaient devant une manifestation de leur divinité. L'air lui-même semblait s'être purifié, l'aura de haine et de suspicion. Remplacé par une crainte respectueuse. Un vieil alpha, le visage baigné de larmes, murmura un mot qui se propagea comme une onde de choc à travers les gradins. Luna, la vraie Luna. La légende est vraie. Ils n'avaient pas jugé une paria. Ils avaient mis leur déesse à l'épreuve. Le visage de Ronan était un masque grotesque de terreur et d'incrédulité. Il recula, trébuchant sur ses propres pieds, le sang ayant quitté son visage. Séraphina était figée, sa beauté parfaite déformée par la panique pure. Ils ne voyaient plus une victime facile, mais leur propre condamnation. Leurs mensonges, leur complot, leur haine, tout était mis à nu sous la lumière argentée de ma présence. Ils avaient essayé d'invoquer un monstre, et à la place, ils avaient réveillé une déesse. Et elle les regardait avec des yeux qui ne promettaient aucun pardon. J'avançai d'un pas, et le son de mes pattes sur la pierre était comme le glas du destin. Ronan laissa échapper un gémissement de terreur abjecte. Puis, un mouvement attira mon attention. Lycaon. Il n'était pas à genoux comme les autres. Il descendait lentement les marches de son trône, son regard fixé sur moi. Il n'y avait plus de fureur dans ses yeux, plus de conflit. Il n'y avait qu'une adoration absolue, une reconnaissance si profonde qu'elle transcendait le lien de compagnon. Il voyait enfin mon âme, non pas brisée, mais complète, plus puissante qu'il ne l'avait jamais imaginée. Il s'avança au centre de l'arène, ignorant les alphas, prosternés et les conspirateurs terrifiés. Il s'arrêta devant moi, le roi le plus puissant du continent face à une créature de mythe. Le monde entier attendait de voir ce qu'il allait faire. Allait-il réclamer son pouvoir? Allait-il me défier? Il fit quelque chose que personne, dans l'histoire de notre peuple, n'aurait jamais cru possible. Lycaon, le roi alpha, le guerrier dont le nom faisait trembler les nations, posa un genou à terre. Puis le second. Il s'agenouilla devant moi, la louve. Blanche, dans l'arène de mon propre jugement. Il baissa la tête dans le geste ultime de soumission, non pas celle d'un guerrier vaincu, mais celle d'un dévot devant sa divinité. Il ne se soumettait pas à sa compagne, il se soumettait à sa reine, à sa déesse. Le choc de cet acte fut plus puissant que n'importe quelle démonstration de force. C'était un transfert de pouvoir, une abdication volontaire et publique. Il ne me plaçait pas à ses côtés, il me plaçait au-dessus de lui. Je suis à toi. Sa voix résonna dans le silence de mort. Non pas par la parole, mais directement dans mon esprit. Un lien que je n'avais jamais su que nous partagions. Commande, et j'obéirai. Ma vie, ma meute, mon royaume. Tout appartient. Pardonne mon aveuglement, ma reine. Son humilité était la plus grande déclaration d'amour, la plus totale des victoires. Je sentis les barrières de mon propre cœur se briser. La peur, la douleur, les années de solitude. Tout fut balayé par cette vague d'acceptation et
de dévotion. Je n'étais plus Céline l'infirme. J'étais la Luna qu'il avait toujours su que j'étais. Je laissais échapper un hurlement, non pas de rage, mais de triomphe et d'appartenance. Le son monta vers la lune, un chant pur et argenté qui semblait bénir la terre. Chaque loup dans l'arène, y compris ceux qui m'avaient haï, sentit l'appel dans son sang. Ils baissèrent la tête plus bas encore, reconnaissant leur nouvelle souveraine. Puis, je me tournai vers Ronan et Séraphina, qui tremblaient. Maintenant de manière incontrôlable. Je n'avais pas besoin de grogner ou de montrer les crocs. Mon simple regard, rempli de la lumière de la lune, était leur sentence. Leur pouvoir était brisé. Leur monde était en ruine. Ils avaient essayé de détruire une Oméga, et ils avaient fini par couronner une reine. Lentement, la lumière argentée se retira en moi, et je repris ma forme humaine. Je me tenais nu au centre de l'arène, mais je ne me sentais plus vulnérable. La marque sur mon épaule brillait. Doucement, un phare de mon vrai pouvoir. Lycaon se leva, retira sa propre cape royale et m'en enveloppa avec une révérence infinie. Il se tint à mes côtés, non pas comme un roi protégeant sa propriété, mais comme un consort se tenant aux côtés de sa souveraine. Il se tourna vers la foule, et sa voix gronda, portant le poids de la justice divine. « Vous l'avez jugé indigne, déclara-t-il, chaque mot un coup de marteau. La déesse elle-même vient de vous prouver que c'est vous qui n'êtes pas. » Digne de vous tenir en sa présence. Votre reine se tient devant vous. Le silence fut suivi par un seul son, multiplié par des centaines, le bruit des corps s'agenouillant à nouveau, cette fois dans une soumission totale et sincère. Ma revanche n'était pas le sang ou la violence, c'était la vérité. Le silence qui suivit le serment de Lycaon était plus profond que n'importe quelle tombe. Il se releva, non plus comme un roi seul, mais comme le premier sujet de sa reine. Sa main trouva la mienne, et ensemble nous nous tournâmes vers les architectes de ma souffrance. Ronan et Séraphina étaient encore figés, leurs visages des masques de cire déformés par la terreur. Ce fut Lycaon qui parla, mais ces mots étaient miens, notre volonté fusionnée en une seule voix de justice froide. Séraphina de la rivière d'argent, pour avoir conspiré contre la compagne de votre roi et profané un rituel sacré avec de sombres intentions. Vous êtes par la présente dépouillée de votre statut d'alpha. Votre meute est placée sous ma régence jusqu'à ce qu'un successeur digne soit trouvé. Vous serez exilé dans les terres stériles, sans nom et sans alliés. Que la déesse que vous avez cherché à manipuler ait pitié de votre âme. Puis, son regard se posa sur Ronan. Quant à toi, tu as cherché à briser ce qui était divin. Tu as torturé une innocente. La mort serait une clémence que tu ne mérites pas. Lycaon posa sa main sur le front de Ronan. Un cri inhumain déchira l'air, alors que le lien de... Ronan avec son loup était sectionné. Il s'effondra, une coquille vide, ses yeux vitreux fixant le néant. Il vivrait, mais en tant qu'homme brisé, à jamais hanté par le hurlement silencieux de la bête qu'il avait perdue. La sentence fut exécutée sans un murmure de protestation. L'aura de peur et de haine qui avait rempli la reine s'était transformée en une vague de crainte respectueuse et de dévotion absolue. Alors que les gardes emmenaient Séraphina, qui sanglotait silencieusement, et le corps, catatonique de Ronan, les centaines de loups présents restèrent prosternés. Je descendis lentement les marches, Lycaon à mes côtés, un pas derrière moi en signe de respect. Mon regard balaya la foule. Je vis Kael, le bêta qui m'avait tourmenté, le visage pressé contre la pierre,
tremblant de manière incontrôlable. Je vis les femmes qui m'avaient méprisé, leurs yeux maintenant baissés dans la honte. Ils ne voyaient plus l'infirme, la paria. Ils voyaient la justice incarnée, une puissance si pure qu'elle aurait pu tous les anéantir d'un simple caprice. Mais je n'étais pas comme eux. Je n'avais aucun désir de vengeance. Mon silence était ma déclaration. Leur soumission était ma victoire. Le pouvoir n'était pas de les écraser, mais de leur montrer la voie vers quelque chose de meilleur. La peur qu'ils ressentaient n'était pas la peur d'un tyran, mais la crainte respectueuse d'une nouvelle aube qu'ils ne méritaient pas, mais qu'ils recevraient quand même. Dans les jours qui suivirent, la citadelle du Pic de Glace devint le berceau d'une nouvelle ère. Assise sur le trône à côté de Lycaon, non pas comme une consort, mais comme une égale, j'ai dicté nos premières lois. La cérémonie du rejet fut abolie, déclarée comme un acte de barbarie contre les lois de la déesse. Le système de caste qui avait régi nos vies fut démantelé. Désormais, le statut d'un loup ne serait pas déterminé par sa naissance, mais par ses actions et la force de son caractère. Des sanctuaires furent établis, dans chaque meute pour les omégas, les guérisseurs et les érudits, les transformant de serviteurs en conseillers respectés. Chaque alpha du conseil, qui avait autrefois demandé ma tête, jura une nouvelle allégeance, non seulement à Lycaon, mais à moi. Il ne jurait pas à une louve blanche, à une légende. Il jurait à l'oméga qui avait survécu à leur haine et qui avait choisi la miséricorde plutôt que le sang. Mon passé n'était plus ma honte. Il était devenu le fondement de notre nouveau. Code de loi. Une garantie que personne ne subirait plus jamais ce que j'avais enduré. Quelques semaines plus tard, je suis retourné sur les terres du Croque-Noir. La forteresse, autrefois ma prison, était silencieuse et pleine de honte. Je n'y suis pas allé pour punir, mais pour guérir. Le cachot froid et humide où j'avais passé tant de nuits solitaires fut purifié par ma lumière et transformé en une serre, où les herbes médicinales les plus rares poussèrent désormais, accessibles à tous. Grande salle, théâtre de mon humiliation, devint une salle de conseil ouverte où la voix de chaque membre de la meute, quel que soit son rang, pouvait être entendue. Lycaon se tenait à mes côtés, observant mes actions avec une fierté qui était plus précieuse que n'importe quelle couronne. Il ne se contentait pas de soutenir mes décisions. Il les mettait en œuvre avec une ferveur qui montrait à tous que ma parole était sa loi. Nous ne détruisions pas l'ancien monde. Nous le reforgions. Transformant les cicatrices du passé en symboles d'un avenir plus fort et plus juste. La meute qui m'avait rejeté était maintenant la première à bénéficier de la compassion de sa nouvelle reine. Notre règne ne fut pas bâti sur la peur, mais sur un équilibre que personne n'avait jamais vu auparavant. La force brute et la sagesse politique de Lycaon étaient tempérées par mon empathie et ma connexion spirituelle avec notre peuple. Nous étions deux moitiés d'un tout, le roi guerrier et la reine. Guérisseuse, le pouvoir de la terre et la lumière de la lune unie. Debout sur le plus haut balcon de la citadelle, regardant les étendards de nos meutes unifiées flotter dans le vent, je sentis le bras de Lycaon m'entourer. « Il te voit comme une déesse », murmura-t-il, son menton reposant sur ma tête. Je secouai la tête, posant ma main sur la sienne. Non. Il voit une survivante. Il voit la preuve que même dans la nuit la plus sombre, une seule étincelle de défi peut allumer un feu.
capable de purifier le monde. Notre lien, autrefois un secret scandaleux, était devenu la légende sur laquelle un nouvel empire de paix et de loyauté était construit. La pierre qu'ils avaient rejetée était devenue la pierre angulaire de leur salut. Des années ont passé depuis cette nuit dans l'arène, mais les cicatrices de mon passé ne se sont jamais complètement effacées. Elles ne me font plus mal, cependant. Elles sont devenues une carte de mon voyage, un rappel constant de la femme que j'étais et de la reine que je suis devenue. Parfois, en marchant sur le marbre froid de la citadelle, je sens encore le fantôme de la pierre glacée sous mes pieds nus. Mais alors, la main de Lycaon trouve la mienne, sa chaleur chassant les derniers vestiges de l'ombre, et je me souviens que je ne suis plus seul. Nous marchons souvent dans la forêt au crépuscule, là où je me cachais autrefois pour survivre. Aujourd'hui, ce n'est plus une fuite, mais un pèlerinage. Il se déplace toujours avec la grâce silencieuse d'un prédateur, mais quand il me regarde, ses yeux d'or en fusion ne contiennent plus la fureur d'un roi, mais l'adoration infinie d'un compagnon. Il me regarde toujours avec cette même faim sacrée, cette reconnaissance qui a transcendé le mépris d'une centaine de loups ce soir-là. Dans ses bras, je ne suis ni l'infirme ni la louve blanche. Je suis simplement Céline. Et c'est tout ce que j'ai toujours voulu être. Notre amour n'a pas seulement guéri nos propres blessures, il a reforgé le monde qui nous entoure. Lycaon n'est pas seulement mon roi, il est le battement de cœur de mon âme, et je suis son ancre. Sa force protège notre peuple, et mon empathie le guide. Nous régnons en partenaires égaux, nos décisions prises ensemble au coin du feu, loin des trônes et des couronnes. La marque d'argent sur mon épaule, autrefois un symbole de honte, est devenue l'emblème de notre règne. Un sceau de justice, d'espoir, et la preuve que la vraie force ne se trouve pas dans la pureté du sang, mais dans la résilience de l'esprit. Nous avons bâti un royaume où les omégas sont des conseillers respectés, où les bêtas sont des protecteurs justes, et où les alphas apprennent que le véritable pouvoir n'est pas de dominer, mais d'élever ceux qui les entourent. L'infirme que j'étais n'aurait jamais osé rêver d'un tel monde. Mais la reine que je suis devenue l'a construit, main dans la main, avec l'homme qui a vu une déesse, là où les autres ne voyaient qu'une paria. Et maintenant, vous qui avez écouté notre histoire, qui faites partie de notre meute élargie, j'ai une question pour vous. Sur une échelle de 1 à 10, quelle note donneriez-vous à notre parcours, de la cérémonie du rejet à ce trône que nous partageons? Dites-le moi dans les commentaires. Croyez-vous que le destin écrit notre histoire, ou que c'est notre courage qui le force à se réécrire? Si vous voulez découvrir d'autres récits de compagnons destinés qui ont bravé l'impossible pour trouver leur place, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci de m'avoir écouté.